Les jeunes d'aujourd'hui semblent souffrir. Et d'ailleurs, ils affirment souffrir d'un mal-être. Un mal-être mental qui empêche leur épanouissement personnel. D'un jeune à un autre, les symptômes, les causes, je dirais, diffèrent. Mais les signes, eux, se ressemblent. Isolement, perte d'estime de soi, fatigue émotionnelle. Et ce sont des signes que l'on pourrait assimiler à la dépression. Mais parler de dépression sans diagnostic ne serait pas aller trop vite en besogne. Est-ce que la situation que la jeunesse vit n'est pas seulement un problème de désillusion face aux réalités de la vie d'adulte et non un problème de santé mentale? C'est la problématique que nous allons débattre dans cette émission avec Joseph Noplim, communicant, et Kwesi Bakar, photographe. Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Djena, bienvenue dans ENO, l'émission consacrée aux jeunes et aux enfants. Meshak Nyaro au micro, cher invité, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour Joseph, bonjour Kwesi. Bonjour Meshak. Oui. Alors, on va commencer avec Kwesi. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, parler de dépression, ce n'est pas devenu un effet de mode? Je dirais oui, parce que, bon, je ne veux pas m'ériger en tant qu'expert, mais sur les réseaux, en tout cas, lorsque tu ouvres un réseau social et que tu scrolles, il y a sur 10, tu vas avoir au moins 8 posts sur la dépression, où quelqu'un parle de la dépression et autres. Ça devient un effet de mode, parce que beaucoup d'autres se cachent derrière ce mal pour s'ériger juste en tant que victime de la société et autres. Et non, c'est pas un effet de mode parce qu'il y a des réelles personnes qui sont en dépression. Et souvent, quand tu le vois sur les réseaux, tu le sais. Bon, en tout cas, moi, ma perception me permet de voir si quelqu'un est vraiment en dépression ou pas. Ou si quelqu'un ment ou invente. Bon, ça, c'est selon moi. Joseph, Oui. est-ce que lorsque les jeunes parlent de dépression, c'est pour s'ériger en victime sur les réseaux? Dans un premier temps, je dirais oui, parce que parler de dépression sans parler de crise existentielle, je pense que c'est un peu difficile, parce qu'il faut passer de la crise existentielle pour aller dans la dépression. Il faut durer dans la crise. Lorsque la crise existentielle devient durable, alors elle devient une dépression. Donc je pourrais dire que ce n'est pas la dépression que nous vivons en réalité. Nous vivons juste la crise existentielle, mais ne comprenons pas certaines réalités et ne trouvons pas aussi des solutions à certaines réalités. On pense dans un premier temps que c'est la dépression. Donc c'est une manière aussi de se victimiser pour fuir la réalité. Tu comprends un peu. Lorsqu'on ne veut pas affronter ces réalités, on essaie de se victimiser. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute au sens où ils n'arrivent pas à trouver des moyens nécessaires pour pouvoir s'orienter vers des solutions durables. Ah oui, on est rentré directement avec les gros mots. Crise existentielle, dépression. Avant même de revenir sur la question de crise existentielle et de ce que tu appelles par crise, quelle définition tu donnes à la dépression, Joseph? Bon, je pense que la dépression, c'est des troubles. C'est des troubles mentaux qui sont dus à des situations atroces, à des difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter à un moment. Tu comprends un peu? Oui. Et la personne qui est en dépression ne reconnaît même pas qu'elle est en dépression. Ce sont les autres qui comprennent vite qu'elle est en dépression. Donc, ça serait un peu malsain qu'une personne vienne sur les réseaux sociaux et dit qu'elle était en dépression. C'est après la guérison que les gens arrivent vraiment à reconnaître qu'ils étaient en dépression. Et la majorité des personnes qui sont en dépression, dans un premier temps, quand vous le voyez, ils n'acceptent pas la réalité. Ils essaient de lutter contre cette réalité. Et c'est après des guérisons qu'ils arrivent à reconnaître que ok, j'étais en dépression. Alors, avant de revenir, d'attaquer Kwesi pour nous donner sa définition de la dépression, Joseph, est-ce que ça veut dire que il ne faut pas être conscient de la maladie dont on souffre pour être réellement malade?
Ce n'est pas vraiment ça. Il y a certaines maladies où tu dois être conscient de la maladie. Mais lorsque nous parlons de la dépression, quand tu prends réellement une personne qui est en dépression, est-ce que cette personne est à mesure de te dire qu'elle souffre de ça? Non, elle ne te dira pas. Et c'est ce qui fait qu'on se plonge un peu dans la victimisation. On se dit, non, il y a celui-ci qui m'a fait ça, il y a ça qui s'est passé dans ma vie, et toutes ces histoires-là. Vous voyez un peu. Au lieu de reconnaître le vrai problème, on essaie de passer à côté pour se victimiser un peu. Kwesi? Oui, pour moi, la dépression, c'est un mal psychique qui est dû à des faits biologiques. Comme l'a dit mon frère tout à l'heure, des faits biologiques, par exemple des faits réels, et aussi à des faits psychiques. Donc, je crois que c'est croisé entre les deux, c'est-à-dire il n'y a pas de faits biologiques et de faits psychiques qui entraînent à la dépression. Donc, Donc c'est voilà, un peu ça, c'est une définition assez claire et nette. Assez technique aussi. Ouais, assez technique aussi. Assez technique. Vous avez parlé de psychique et tout. Est-ce que parfois les réalités sociales n'entraînent pas à la dépression? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a des faits réels qui peuvent entraîner à la dépression. Mais comme l'a dit mon confrère tout à l'heure aussi, il y a des faits réels qui sont seulement dus à peut-être des conséquences de vos actes, et vous devez en prendre conscience que j'ai fait ci, c'est ce qui m'a conduit à ça. Ce n'est pas à cause d'une personne qui a fait ci. Il faut savoir prendre ses responsabilités et se dire que voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi je suis dans cet état. Il y a d'autres qui sont dus à des faits d'autres personnes ou à des faits extérieurs. Mais des fois, il faut prendre conscience que, ok, c'est ma responsabilité de reconnaître que voilà ce que j'ai fait, voilà ce que ça a entraîné. Ce n'est pas la dépression. Ce sont les conséquences de nos actes. De tes actes. Ok. Je pense qu'on aura le temps de décortiquer les différents actes qu'on pose qui pourraient entraîner des conséquences sur le plan psychique. Mais bien avant, j'aimerais savoir, est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà vécu une situation de dépression ou est rentré en phase de dépression? Moi, je ne pourrais pas dire que j'étais en dépression, mais je pourrais dire que je faisais des crises existentielles. C'est-à-dire, quand nous prenons, et ce qui m'a permis de comprendre cette réalité, c'est que j'ai eu à chercher les causes des crises existentielles. Et dans un premier temps, c'est le changement brutal de la vie. C'est-à-dire la perte d'une personne qu'on aime, la perte d'un proche, des licenciements qui peuvent venir à un moment dans notre vie. Et dans ton cas particulier, si je puis me le permettre, oui. Dans ton cas particulier, qu'est-ce qui a déclenché? Mon cas particulier, je pourrais dire que c'était la pression sociale. Tu comprends un peu. Et ce que je dis pas, la pression sociale ici est divisée en différentes parties. Et c'est une période difficile que j'ai vécue, et particulièrement. Dans un premier temps, il y avait la pression de la famille. Tu comprends un peu. La pression de la famille où tu fais face à ta famille, tu veux que ta famille te comprenne, tu veux que ta famille soit là pour toi, que les gens que tu aimes comprennent facilement tes choix, ce que tu voulais faire et autres. Et il y a aussi la pression côté amitié, où tu as des amis qui voyagent, des amis qui réalisent des rêves, des amis qui se marient, et tu te rends vraiment compte qu'à un moment, toi, tu te retrouves seul, tu stagnes, tu ne fais rien, et là, le problème ici, c'est que tu ne comprends même pas que tu as aussi tes réalités. Là, je me suis plongé un peu à me comparer aux autres, à vouloir faire comme eux, à vouloir voyager aussi au même moment, à vouloir me marier aussi à un moment. Mais je ne comprenais pas que j'avais réellement mes réalités que je devais aussi affronter. Et d'un côté aussi, il y a moi je suis chrétien, je le dis ouvertement, il y a un moment où je me suis un peu déconnecté un peu de ma foi, où je disais que ma foi ne m'apportait pas grand-chose. C'est parce que j'attendais que ma foi puisse m'apporter. Et tu comprends? Là, je ne croyais plus non seulement en Dieu, mais je ne croyais plus non seulement en moi-même. En rien. Là, je tournais en rond, ce qui a fait que je me suis plongé dans une crise existentielle. Je me posais des questions sur ma vie, sur ce qui se passait, sur ma vie professionnelle, qu'est-ce que je vais devenir, parce qu'il y avait aussi des projets qui n'allaient pas.
il y avait des gens sur qui on comptait plutôt, qui ne répondaient plus. Des gens à qui tu envoies des messages qui te disent « Oh, je te reviens » et c'est des mois plus tard qui te disent « Ok, je ne t'ai pas oublié. Hein. » Et des mois qui te disent encore « Je ne t'ai pas oublié. » Alors tu te rends vraiment compte que tu es en retard. Mais tu es en retard par rapport à quoi? Tu es en retard par rapport à des comparaisons superflues, à des comparaisons inutiles que tu es en train de faire à des gens qui sont autour de toi. Mais un jour, j'étais dans la chambre et brusquement, je me suis dit, mais j'ai un ami qui a voyagé, mais on a gardé de bons contacts, on discutait. J'ai un ami qui s'est marié, j'ai un ami qui a eu un bon contrat qui l'a un peu propulsé, mais je m'attendais très bien avec eux. Ce n'est pas que j'étais jaloux d'eux ou envieux et autres là, mais je n'arrivais pas à accepter cette réalité que moi j'ai tourné en rond, que je n'ai même pas commencé un projet qui pouvait aussi me propulser dans l'avenir. Tu comprends, non? Là, j'ai dit, est-ce que ceux qui ont voyagé, est-ce que j'ai les mêmes moyens qu'eux? Ceux qui se marient, est-ce que moi je vais me marier aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, là où je suis, je ne veux pas me marier. Mais pourquoi je m'inquiète pour ces genres de choses? Tu comprends un peu? Je me suis posé assez de questions, j'ai réfléchi, je me suis plongé dans une profonde réflexion. Après, je me suis rendu compte que chacun a sa vie. Je me suis réconcilié avec moi-même. J'ai fait de la place pour certaines choses et là, je suis sorti de cette situation. Donc, je ne pouvais pas dire que je suis allé en dépression, mais j'ai fait une crise existentielle. Et ce qui m'a permis aussi de pouvoir sortir de là, c'est que j'ai beaucoup écrit. J'écrivais des choses, je ne publiais pas. À un moment, j'écrivais sur des feuilles, je déchirais ça. Je me disais que je me confiais à quelqu'un qui me comprenait. Même s'il n'y avait personne autour de moi, j'avais cette confiance que quelqu'un me comprenait et autres. Donc, voilà un peu ce qui m'est arrivé. Oui, merci Joseph pour ce partage. Alors, Kwesi, Joseph vient de dire... Chacun a sa vie. Oui. Tout le monde a sa vie, mais malheureusement, on cède parfois sous le poids de la pression sociale et de la comparaison, surtout quand on est jeune. Comment cette pression sociale et ces comparaisons peuvent affecter notre santé mentale? Je dirais que le chef vient de décrire carrément sa dépression. Peut-être c'est une crise existentielle chez lui, mais je dirais que c'est les deux. Il a vécu une crise existentielle et une dépression. Tu vois. Et bon, je dirais décidément, on a tous eu pas passé par la même étape parce que bon. Tu t'es retrouvé dans son parcours. Carrément. Parce que chez moi, je me rappelle bien, c'était en 2020. C'était une soirée où je carrément pleurais parce que je suis photographe. Je retouchais des photos et autres. Bon, je travaillais dans une boîte où j'envoyais des photos et autres. Et il n'acceptait pas parce que non, soit c'était trop coloré, soit c'était trop saturé. Je me disais, qu'est-ce que je faisais pas de bien? Et cette nuit-là, j'ai carrément pleuré. Devant mon ordinateur, j'ai pleuré. Tu as craqué? J'ai craqué carrément. Mais après ça, je crois que, comme il a dit, j'ai fait une introspection. Je me suis dit, bon, pourquoi tu veux vraiment, c'est-à-dire, faire ce que tu vois autre part? Pourquoi tu ne te définis pas par toi-même et créer toi-même ta propre version des choses que tu veux créer, tu vois? Donc, c'est ce qui m'a permis à sortir un peu de cette crise existentielle / dépression. Le slash est important. Ouais, / dépression. Ok, je vois. Et maintenant, est-ce que tu as une définition particulière ou différente de la crise existentielle? La crise existentielle, je dirais que c'est une étape par laquelle tout humain doit passer. Une étape de questionnement. Voilà, de questionnement, de se questionner soi-même et de se dire à la fin que bon, je suis moi-même, je ne suis pas lui, je ne suis pas l'autre. Moi, je suis Kwesi, toi, c'est Michak. Et le chef, bon, excuse-moi, j'ai oublié. Joseph, c'est Joseph. Okay. Ce que Joseph peut faire avec sa main, ses deux mains, c'est pas forcément que je vais faire avec les deux mains, je peux faire avec une seule main. Donc, il faut apprendre à comprendre cela. Et c'est pas un truc de 2 jours pour comprendre. C'est un cheminement. C'est par étape, par étape. Là, actuellement encore, tu peux encore rentrer dans une crise existentielle. Mais ma crise existentielle de 2021 ne peut pas être comparée à ma crise existentielle de 2025. Les problèmes s'accumulent. Ouais. Les problèmes s'accumulent, mais on grandit aussi, on mûrit aussi. On mûrit.
et on apprend des leçons de nos défis précédents. Et c'est ça qui est très important. Je vois. Alors, au regard de ces deux partages-là, est-ce qu'on pourrait dire que finalement, le mal-être dont souffrent les jeunes est basé sur le regard des autres, sur l'environnement extérieur du jeune? Je dirais oui. Excuse-moi, je vais te poser une question. Toi-même, là-bas, tu arrives à passer par une étape où tu dis que la fille là, elle a les perruques de 200 000. Moi, je n'ai pas les perruques de 200 000. Pourquoi moi, je n'ai pas les perruques de 200 000? Donc, tu t'es comparé. Arrivé un moment dans la vie, on s'est tous comparés. Oui, ce n'est pas faux. Je me suis dit, pourquoi le gars qui est en France, il a un Mac 5 ou bien un Mac 3? Moi, je suis ici à utiliser peut-être un Canon 5 et 500D et autres. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, arrivé un moment donné, on s'est comparé, mais après, on s'est rendu compte de notre propre réalité. Oui, je vois. Et je me pose cette question. Pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de se comparer? Parce que quand on essaye d'évaluer les choses, de retourner en arrière, quand on est peut-être au collège et au lycée, on ne se compare pas forcément. Peut-être les notes et la personne qui réussit. Mais pourquoi quand on atteint l'âge adulte, on a plus de la vingtaine, on ressent ce besoin de voir si l'autre réussit mieux que nous? Je pense dans un premier temps que ce n'est pas notre propre faute, mais c'est la faute de notre société. La dernière fois, je disais à un ami que moi, je me sens un peu dans un environnement pollué, où il y a trop de comparaisons, où les gens doivent te comparer à certaines personnes, où toi-même, tu es obligé de te comparer à certaines personnes pour pouvoir exister. Tu comprends un peu? Donc, c'est la faute de notre société. Nous ne naissons pas comme ça. Et nous grandissons à un moment très bien. Et arrivé à une étape de notre vie, la comparaison commence. Et ça commence parfois dans nos familles. Ou par exemple, tes frères, les gens avec qui tu es né, les enfants de ton oncle, toutes ces histoires, tes cousins, neveux et nièces et tout, ils accomplissent des choses. Et là, tu vas commencer par voir les regards de tes propres parents. Tes propres parents te regardent. Tu vois, ton oncle, le fils de ton oncle a fait ça. Toi, tu fais quoi de ta vie? Tu vois, non? Même s'ils ne te posent pas ouvertement les questions, je pense dans leur regard, tu sens ça. Et dans un second temps aussi, il y a les amitiés, où certaines amitiés ne sont pas fondées sur le vrai. Certaines amitiés sont comparées un peu plus sur la comparaison, où ce que l'autre a porté, je devais porter ça. Le proving, le montrer. Voilà. Il y a ça. Chacun veut montrer que c'est lui et autres là. Moi, je me souviens quand on était au lycée, arrivé en terminant, on avait aussi eu cette histoire. Quand les vacances arrivaient, chacun essaie de partir quelque part. Moi, j'avais l'habitude d'aller à Accra. Donc, quand je revenais, je ne pouvais pas porter une seule montre. Tu vois, je change les montres pour prouver aux gens que non, tu es parti à Accra. Voilà, j'ai toutes ces choses. Mais après le bac, après toutes ces histoires, nous sommes devenus un peu... La société nous a collé un peu des étiquettes où tu dois avoir certaines choses pour être cette personne. Alors que tu oublies que tu as des objectifs pour être toi-même. Tu comprends un peu? Donc, je pourrais dire que nous ne naissons pas comme ça. C'est la société qui nous oblige à devenir comme ça. Et pour pouvoir surmonter cette période, vraiment où tout le regard est fixé sur toi, je pense que tu dois être fort mentalement. Si tu n'es pas fort mentalement, tu ne peux pas surmonter ça. Parce que ça devient un peu compliqué. Ou même les gens avec qui tu as mangé, les gens même avec qui tu as partagé certaines choses, deviennent tes adversaires sans le savoir. Où les gens veulent se marier pour te prouver que moi je me suis marié, toi tu n'es pas marié. Où les gens veulent porter des choses juste pour te prouver que eux ils peuvent porter ça, toi tu ne peux pas porter ça. Et si tu n'es pas fort mentalement, tu es obligé de te lancer dans ces histoires. Et quand nous prenons le cas de nos jeunes sœurs, aujourd'hui quand tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, même tes propres parents commencent par te regarder. Toi tu ne viens pas à la maison avec quelqu'un. Tu vas te marier quand? Oui. Ils commencent par à raconter des histoires. Alors que tu as des objectifs. Donc, je pense, de façon générale, que c'est le regard de la société qui nous a conduits dans ces genres d'histoire. D'accord. Alors, chers auditeurs et auditrices de la Radio pour tous, si vous nous rejoignez, vous êtes actuellement sur Radio Jena dans l'émission et nous parlons de la santé mentale des jeunes. Alors, dites-moi, chers invités, est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept de l'âge illusoire de l'accomplissement? Quelqu'un a déjà entendu parler?
Non. Ok. Pas moi. Quelqu'un a déjà entendu parler de l'accomplissement à 25 ans? Ouais. C'est venu avec les réseaux sociaux TikTok. Hein. Ok, c'est ça l'âge illusoire de l'accomplissement. Parce qu'il a été constaté que beaucoup de jeunes, dans leur enfance, dans leur adolescence, ont fixé l'âge de leur accomplissement social à 25 ans. Ouais. Et à l'approche de 25 ans, il y a une certaine pression qu'eux-mêmes, ils développent ou que leur entourage leur font subir. Kwesi? Ouais. Bon, moi, je me souviens bien en 2010, quand j'étais en 6e, je me disais qu'à 25 ans, j'aurais ma propre maison, avec piscine, et je voyageais en jet privé, j'aurais un château en Allemagne, un truc comme ça. Très ambitieux. Maintenant, lorsque j'ai grandi, comme je l'ai dit tout de suite, il y a aussi les réseaux sociaux TikTok qui est venu accentuer ce genre de trucs sur les réseaux. C'est-à-dire, tu scrolles sur TikTok et puis un gars débarque dans ton feed et dit non, moi, avec 5 ans, je voyage en jet privé, je mange dans les plus grands restaurants. Moi, Je brasse des millions, je rejoignez te ma dis, communauté. franchement, arrivé un moment, ça m'affectait, mais arrivé un moment, quand je vois ça, avec le doigt, je scroll avec force. Je dégage ça avec force. Parce que, c'est comme le monsieur Joseph l'a dit, si tu n'es pas fort mentalement, tu vas commencer à te comparer à fond et à rentrer dans certains trucs. Alors, moi-même, j'ai eu une expérience pareille. À un moment donné, parlons du fait que tu scrollais, tu swipais, autant pour moi. Je suis arrivée à une période où, par exemple, sur statut WhatsApp, je bloquais carrément. Je mettais sous silence certains statuts parce qu'il y avait des jeunes filles du même âge, tout le temps en train de sortir, dans des activités. Ouais. C'était la mode, quoi. C'était la mode et tout. Tu te demandes, mais à cet âge, j'ai fait comment pour sortir? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi? Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Finalement, la santé mentale prend un coup. Et finalement, j'ai décidé de mettre sous silence, être en paix avec moi-même. Ouais, ça, et c'est même vrai. à un moment donné, de sélectionner les contacts que je prends. Si je sais que tu vas afficher une certaine vie, je ne prends pas ou je limite les discussions. La question que je me pose souvent, c'est que pourquoi les gens doivent dire qu'à 25 ans, tu dois accomplir ça. Moi, je suivais Ernest Zézé, ou bien, bon, l'Ivoirien là, Zézé plutôt, Oui. parce que j'oublie un peu le prénom. L'entrepreneur. L'entrepreneur qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il a dit qu'il n'y a pas d'âge fixe pour réussir. Exact. Parce que chacun a ses réalités, chacun a ses problèmes. Et peut-être qu'à 30 ans, tu peux commencer par accomplir certaines choses. Par exemple, si la famille dans laquelle moi je suis né, je ne peux pas dire aujourd'hui que cette famille peut me donner 10 millions pour commencer un projet. Et je ne trouve pas aussi quelqu'un qui viendra me cautionner en banque pour faire un prêt de 50 millions, pour commencer vraiment un vrai projet. Tu comprends un peu? Contrairement à quelqu'un où sa famille peut enlever 10 millions, 20 millions pour le remettre dans l'immédiat pour aller accomplir un projet. Pourquoi je dois aller me comparer à cette personne? Tu comprends un peu, non? Donc je pense que nous devons apprendre à vivre cette réalité parce que ça devient un peu difficile. Moi, quelqu'un ne peut pas me dire qu'à 20 ans, je dois accomplir ça. S'il me dit qu'à 20 ans, je dois accomplir ça, est-ce qu'il est prêt à me donner les moyens nécessaires? Parce que je veux bien sûr accomplir ça à 20 ans. Mais est-ce que j'ai les moyens? Je dois chercher les moyens. Aujourd'hui, pour faire les prêts, ce n'est pas quelque chose de facile. J'ai un ami qui est traîné actuellement en banque juste à cause d'un prêt de 1,5 million. Et ça devient un truc de 3 ou 4 mois comme ça. Alors que ce qu'il pouvait gagner avec les 1,5 million dans les 4 mois, les 4 mois sont partis parce qu'il n'y avait personne pour rester derrière lui. Donc, on doit aussi comprendre nos réalités. Que les gens ne nous frustrent pas avec les histoires de 25 ans, tu dois faire ça, 30 ans, tu dois faire ça. Si toi, tu as pu accomplir quelque chose à 25 ans, mais Dieu merci. Si moi, j'ai pu accomplir quelque chose à 30 ans, Dieu merci. Si quelqu'un d'autre a pu accomplir quelque chose à 18 ans, Dieu merci. Parce que si quelqu'un dit qu'on doit accomplir ça à 25 ans, il oublie qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a accompli quelque chose à 18 ans. Il y a des gens qui ont sorti des romans à 15 ans. Mais est-ce que lui, il est capable d'écrire un roman à 15 ans? Non, on ne peut pas
La seule chose qu'on doit faire, c'est d'éviter les comparaisons. D'accord. Alors, si je reviens un peu au thème général qui dit santé mentale des jeunes, dépression ou désillusion de la vie d'adulte, quelles sont, mis à part tout ce dont vous avez parlé, quelles sont les situations qui vous ont désillusionné par rapport à la vie d'adulte et qui, d'une certaine manière, ont contribué ou ont engendré la crise existentielle dans laquelle vous êtes tombé, Kwesi? Bon. Moi, comme je l'ai dit, c'est lorsque j'ai commencé à me comparer à mes compères de l'Occident. Bon, tous les photographes vont acquiescer avec moi que lorsqu'on a tous commencé la photographie ou bien la vidéographie ou bien le cinéma, on s'est tous rendus sur YouTube, on a scrollé, on a recherché des tutoriels et on est tombé sur des pages des jeunes comme nous, c'est-à-dire des jeunes comme nous, comme ça, faire des trucs de ouf, avec des matériels de ouf. Et c'est là que pour moi, ma comparaison a commencé. Je me disais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Oh, j'avais pas le moyen. C'est-à-dire une caméra que le gars a utilisée, et j'ai même pas encore ça ici. Comment je vais faire pour faire la même chose? Okay. C'est arrivé, je dirais, il y a 4 ans, que je me suis dit non, avec ce que j'ai ici, je peux faire des trucs vraiment tellement ouf. Et je l'ai fait. Je vois les résultats. Même ces compères avec qui je me comparais, excusez-moi, se sont abonnés à ma page et autres. Et t'admires aujourd'hui. On a discuté. Donc, je dirais que on dit souvent qu'on est venu en détail. Chacun a sa propre lignée de vie, chacun sa propre chemin, sa trajectoire à effectuer. Donc, effectue la tienne et tu verras vraiment le bout du chemin. D'accord. Alors, Joseph, dis-moi, qu'est-ce que tu trouvais facile ou génial dans la vie quand tu étais enfant et que lorsque tu as grandi, tu t'es rendu compte que ce n'était pas aussi génial ou que ça demandait beaucoup d'efforts? Réussir. C'est-à-dire réussir financièrement. Quand moi j'étais petit, quand je voyais les grandes personnes, je pensais que c'était facile d'avoir de l'argent. Et quand je demandais de l'argent et qu'on ne me donnait pas, je disais, pourquoi toi tu n'as pas l'argent? Moi, il m'est arrivé Pourtant tu es riche. Il m'est arrivé de poser la question à un oncle, pourquoi toi tu n'as pas l'argent? Parce que je l'avais demandé 200 ou 300, un truc comme ça, il ne m'a pas donné. Et quand je commence pas à grandir, je dis, c'est quoi cette histoire? Et à un moment, quand j'étais en 2e année, j'étais obligé d'aller travailler dans un lavage auto où je lavais les voitures, les motos, toutes ces histoires-là. Et là, je me suis posé la question, mais tous ceux qui viennent avec des grosses voitures, les voitures que nous lavons ici et autres, eux, ils trouvent l'argent où? Ils ont fait comment pour avoir de l'argent? Maintenant, est-ce que ce que moi je fais ici, ça peut me permettre d'acheter cette voiture? Non. Là, je me suis dit, trouver de l'argent ou bien réussir financièrement, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile. Parce que l'argent, c'est difficile à trouver. Et pour le trouver, il faut des sacrifices. Tu vois un peu. Donc voilà. Pour trouver de l'argent, il faut des sacrifices. Kwesi, dis-moi, est-ce que ce n'est pas à partir du moment où les jeunes se rendent compte que c'est difficile de réussir qu'ils commencent par déprimer et se mettre la pression? Exactement. C'est à cause de ça. C'est exactement à cause de ça. Je dirais que la pression sociale et le fait de se comparer déclenche ce type de ressentiment envers soi-même. Des fois même, ça peut conduire vraiment à des trucs très malsains où tu te compares à chaque fois, où tu te dis que non. Des fois même, tu commences à insulter ceux qui ont réussi. Ouais, tu te dis que t'as mis d'autres sectes, mais les trucs comme ça. La personne fait des choses illégales. Oui, en fait, je dirais que tu commences à, comment on peut dire ça, à trouver des excuses. À te trouver des excuses. Oh non, peut-être la personne a juste bossé pour en arriver là. Il n'y a pas de souci. Peut-être ce sont ses parents qui l'ont aidé. Ça aussi, il n'y a pas de souci, c'est normal. Il est d'une famille riche, on l'a aidé, c'est tout. Si tu viens d'un milieu modeste, tu dois trouver les moyens pour aller à ce résultat. Donc, non, il faut
juste se donner les moyens, travailler. On a toujours ce qu'on mérite. C'est pas facile aussi de travailler. Non, c'est pas facile de travailler, mais je vous jure, on a toujours ce qu'on mérite. Laisser les discours sur les réseaux où on parle de non, la méritocratie, ça n'amène à rien. Non, on a toujours ce qu'on mérite. Il faut travailler dur. Pour mériter ce qu'on veut. Ça a toujours été comme ça dans ce monde. On ne vit pas dans un monde de bisounours où le pain va tomber dans ta main, tu vas manger. Non, tu vas travailler. Quelqu'un même m'a dit que le talent ne suffit pas. Exactement. Le talent ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, bossez, vous allez arriver. Croyez en vous, c'est important. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, à un moment, des fois même, tu refais une introspection, tu commences encore à déprimer. On ne sort pas de la dépression, ce n'est pas une maladie passagère. Non. Tu vas retomber dedans. On sort, on retombe. On retombe. Mais le fait de sortir, de retomber, à chaque fois, tu apprendras des leçons des précédents échecs. Donc voilà quoi. Prenez soin de vous, mangez bien, faites du sport, travaillez. Et vous allez aller de l'avant, c'est tout. Voilà. Je pense que c'est bien noté. Ouais. On n'est quand même pas encore arrivé à la fin de cette émission. On a encore à peu près 5 à 6 minutes. Alors, Joseph, tu parlais tantôt de réussir qui était difficile. Et on ne peut pas parler de réussite sans parler d'échec. On se rend compte que autant les jeunes ont peur de ne pas pouvoir réussir, ils ont également peur d'échouer. En quoi ça contribue à favoriser la crise existentielle? C'est le fait tout d'abord de ne pas accepter le processus de la réussite. Comprendre que la réussite, c'est tout un processus. Ouais. Lorsque tu n'acceptes pas que pour réussir, c'est un processus, tu vas commencer par te jeter de gauche à droite et sans vraiment comprendre là où tu vas. Mais si tu comprends aujourd'hui, moi-même je pourrais dire qu'à un moment je ne comprenais pas que la réussite c'est un processus parce qu'il y avait des voyages manqués, des projets qui sont tombés, des gens qui devaient nous aider, qui disparaissent tout d'un coup. Et là, on ne comprenait pas que toutes ces choses, en réalité, contribuent à notre évolution, contribuent à notre grandeur, contribuent au fait que nous devons apprendre à mûrir nous-mêmes. Tu comprends un peu? Donc, aujourd'hui, si nous n'acceptons pas aussi que l'échec fait partie de nous ou fait partie de notre parcours, nous ne pourrons pas réussir. Donc, on doit faire de la place aussi pour l'échec. Comprendre qu'un projet qu'on a entamé aujourd'hui peut ne pas marcher parce qu'il n'y a pas de garantie. Tu peux miser tout ton argent, ton énergie sur un projet qui ne marche pas. Mais si tu n'acceptes pas l'échec, qu'est-ce qui va se passer? Là, tu vas tomber nécessairement en dépression. Et si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas même pas, et tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que ça sera difficile pour quelqu'un qui n'accepte pas l'échec. J'ai fait une vidéo d'ailleurs que je n'ai pas encore publiée où je disais que moi j'ai fait de la place pour beaucoup de choses actuellement. La déception, l'échec, la trahison, le départ des gens que j'aime. Tu vois un peu. Donc nous, en tant que jeunes, nous devons apprendre à faire de la place pour ces choses. Comprendre que ces choses font partie de notre vie. Que ce sont des processus pour arriver là où nous voulons vraiment arriver. Ça, c'est la chose la plus importante. Oui, vu que tu en parles, je pense que c'est l'occasion de décortiquer, de l'analyser vraiment de long en large. On parle de dépression, on parle de l'incertitude de l'avenir, on a parlé de pression, de comparaison, mais on n'a pas parlé de blessures émotionnelles. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont blessés. Oui. Mais ton rire... ça signifie beaucoup de choses pour moi. Tu vois, les jeunes, émotionnellement, ça ne va pas. Moi, je pourrais dire que j'ai surmonté ces moments. Et aujourd'hui, quand on parle de ces choses, je ris, je souris parfois, mais je dis, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est difficile d'être avec des gens qui ne te comprennent pas, des gens qui ne croient même pas en toi. Tu vois. Et les blessures émotionnelles aussi, c'est dû à certaines relations qu'on a eues. Tu vois. Les gourmands. Ouais, tu crois à une personne, tu fais confiance à la personne. Un matin, la personne te fait croire clairement que non. En fait, c'est pas de la même manière. C'est pas ce qu'elle pense, quoi. C'est pas ce que toi, tu penses plutôt. Paf, la personne te quitte. Comment est-ce que tu vas accepter ça? Tu peux ne pas parler, mais tu vis ça. Cette blessure, elle est là. Elle est présente dans ta vie. Et il faut arriver à un moment pour pouvoir
guérir toutes ces blessures. C'est difficile, hein? Et surtout, quand certaines personnes se séparent de toi et après te comparent à certaines personnes. Tu vois, c'est parce que tu n'as pas fait ça ou bien c'est parce que tu n'as pas ça que je t'ai quitté. Tu comprends que ça devient un peu difficile. Non seulement que la personne te quitte, mais la personne essaie de te plonger émotionnellement. De te culpabiliser. Voilà. Et là, tu es en position de faiblesse. Tu ne peux pas réagir. Si tu réagis, peut-être qu'on va te montrer du doigt. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es obligé de vivre ça, seul. Parce que tu ne peux pas aller dire à quelqu'un, tu ne peux pas aller dire à ton pote que la fille m'a quitté parce que non, là tu joues un peu l'ego masculin vient un peu, là tu te dis non, mais en silence, mais en silence tu souffres, tu vois. Donc ça fait il y a aussi des jeunes qui cherchent de l'argent juste pour se venger. Parce que certaines personnes les ont quittés. Et il y a des filles qui veulent se marier parce qu'il y a des gens qui les ont quittés. Et elles veulent prouver nécessairement à la personne que tu m'as quitté, mais je me suis marié. Alors qu'on devait se réconcilier avec nous-mêmes. Alors qu'on devait faire la paix avec nous-mêmes. Faire de la place pour ces blessures et trouver un moyen pour les surpasser. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous. Les gens n'arrivent pas à se guérir. Les gens sont là, ils vivent quotidiennement leurs blessures émotionnelles. Et la première des choses qu'il faut faire, il ne faut pas se victimiser. Il faut comprendre que si une personne t'a quitté, qu'elle devait te quitter. Tu comprends? La relation n'avait pas d'avenir. Oui, si une personne t'a quitté aujourd'hui, c'est parce qu'elle devait te quitter et elle est partie pour une fois de bon. Tu fais de la place pour ça et tu évolues. Moi, je dis aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne pourront plus me faire du mal parce que mon cœur s'est beaucoup apprêté à ça. Et tu vois, j'ai fait de la place pour ça, j'évolue avec ça. Et si ça vient, je dis merci. Si ça ne vient pas, je dis merci. Tu comprends? Je comprends très bien. Et Kwesi aussi a très bien compris la manière dont il acquiesçait quand tu parlais. Exactement. Ça se ressentait. Je peux ajouter que les blessures émotionnelles ne se guérissent pas. Je vous jure. Ça ne se guérit pas. Je pense qu'il va falloir faire une seconde émission sur les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles sont des plaies ouvertes. Il faut toujours les soigner. Les soigner. Est-ce que ce n'est pas même ça qui fait que les jeunes qui sont en crise existentielle et ceux qui sont en dépression n'arrivent pas à se relever? Non, quand je dis qu'il faut soigner ces blessures émotionnelles au fil du temps, c'est-à-dire, je peux donner un exemple tout simple. Quand tu as une plaie sur ta peau, il y a des cicatrices. Ouais. Il y a des cicatrices. Tu le vois. C'est-à-dire, ça te rappelle l'événement qui a conduit à ça. Donc, voilà pourquoi je dis que les blessures émotionnelles ne se guérissent pas. Ok. Ouais. Je vois. Parce qu'à chaque fois que tu vas, genre peut-être une bouteille d'eau, peut-être un voltique, tu vois le voltique, tu te rappelles que le jour où on t'a fait chier là, il y avait un voltique sur la table. Et tu te mets à détester voltique gratuitement. Moi, j'ai détesté des chansons comme ça. J'ai détesté des chansons de la nourriture, des trucs comme ça. Je me regardais à passer dans un corner où j'allais carrément, j'étais presque au vomissement en fait. Vous voyez? Okay. Donc, je dirais, on apprend à vivre avec et à ne pas dépendre de ces blessures-là. On apprend à ne pas vivre avec. Parlons justement de ça. À ne pas vivre avec, excusez-moi. À ne pas vivre avec, justement. À ne pas vivre avec, exactement. Voilà. On se rend compte qu'aujourd'hui, des jeunes, pour se relever, utilisent ces blessures comme moteur d'évolution, comme propulseur. Est-ce qu'après, ça ne va pas entraîner des dommages à leur santé mentale, à leur bien-être? L'avantage avec ces genres de choses, c'est que si tu n'as jamais été blessé, tu ne pourras pas comprendre les blessures. Et tu ne pourras pas prendre des dispositions pour éviter ces genres de choses. Donc, il faudrait les utiliser dans le bon sens. Par exemple, si quelqu'un t'a fait du mal, s'il y a eu une trahison, s'il y a eu un projet qui n'a pas marché, et avec des amis qui t'ont délaissé, le problème n'est pas de se concentrer sur ces amis qui t'ont délaissé plutôt. Le problème, c'est de se concentrer de comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau où ils t'ont vraiment délaissé. Là, si tu arrives à capter que, au fait, d'une part, ça venait aussi de toi. D'autre part, ça venait d'eux.
tu pouvais réellement faire la paix avec cette situation. Parce que moi, je dis que si les gens nous quittent ou bien si les gens nous blessent, vraiment, c'est parce qu'à un moment, on leur a donné la chance de nous blesser. Si tu n'es pas allé vers quelqu'un, la personne ne pourra pas te blesser. Donc, si la personne t'a blessé, il faut apprendre de cette blessure. Et moi, comment est-ce que moi, je trouve qu'on arrive à se guérir des blessures? Si tu me fais du mal, je ne te souhaite pas du mal. Mais peut-être que je ne vais plus jamais m'approcher de toi. C'est comme ça que je trouve qu'une personne est guérie d'une blessure. Maintenant, le problème, c'est la vengeance. Lorsqu'on veut se venger d'une personne, on veut se venger d'une situation, ça devient un peu compliqué parce que la vengeance ne nuit pas uniquement à la personne sur qui tu veux te venger, mais ça contribue aussi à ton échec parce que tu vas planifier des choses à faire pour pouvoir nuire à la personne et ça peut te conduire aussi dans des situations odieuses, tu vois un peu. Donc, il faut savoir se venger. Si tu m'as laissé parce que je n'ai pas d'argent, je pars chercher de l'argent, mais je ne pars pas chercher de l'argent pour te prouver que j'ai aujourd'hui de l'argent. Moi, je pars chercher de l'argent parce que l'argent a été une faiblesse pour moi. Le manque d'argent, plutôt, a été une faiblesse pour moi à un moment de ma vie. Je pars chercher cet argent. Mais je ne viens pas te montrer quand même que, mais Chad, voilà, j'ai gagné de l'argent. Non, je ne viendrai pas te le montrer. Mais je garderai ça pour moi. Donc, il faut savoir utiliser les blessures. Il faut savoir utiliser les moments difficiles pour pouvoir se relever. Eux non pas pour se venger, parce que si tu vas te venger, tu vas aussi payer encore les prix de la vengeance. Kwesi, vu tout ce dont on a parlé, la dépression et du fait que c'est généralement dû à la pression sociale, à la volonté de réussir et d'évoluer, est-ce que tu penses qu'améliorer la condition sociale des jeunes va leur permettre de ne pas tomber dans cette crise? Améliorer les conditions sociales des jeunes. Peut-être plus de travail, des accès à des opportunités. Je dirais oui. Parce que, j'ai tendance à dire que le gourmet d'un riche est différent du gourmet d'un pauvre. Hein? Tu es sûr? Non, bizarre. Je sais que c'est un stéréotype, mais non, c'est vrai. C'est ça. Sinon, c'est vrai. Imaginez un riche qui est un gourmet. Il n'a pas le temps de se concentrer sur ce gourmet-là. Moi, j'ai des trucs à gérer. Je vais me concentrer sur un gourmet. Le pauvre, il est dans sa chambre. Il n'a pas de travail. Genre, il se remémore les trucs. Il dort un peu, il pleure il pleure un peu. Mais voilà, quoi. C'est pourquoi, des fois, les gens disent que non, ce qui m'a permis d'aider et de sortir du gourmet, c'est mon travail. Parce qu'il y a d'autres activités qui m'ont permis de ne pas me concentrer sur ce problème-là. C'est vrai, je dirais que c'est un écran de fumée, mais des fois aussi ça aide, d'une part. Vous voyez? Ok. Donc, cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Mais savoir chercher de l'argent. Voilà, savoir chercher intelligemment. En fait, je voudrais ajouter quelque chose à la question exactement. Très rapidement. Oui, je pense que la question, elle est très importante. On devait créer des emplois, on devait donner des opportunités à des jeunes. Aujourd'hui, le manque d'infrastructures fait que des jeunes pensent qu'aller au restaurant, c'est un signe de réussite. Aller à la piscine, c'est parce qu'on a réussi. Si aujourd'hui les jeunes ont si aujourd'hui les jeunes ont des conditions un peu favorables, je pense qu'on va pas percevoir certaines choses comme du luxe, de la réussite, ou bien des personnes et des gens comme ils ont vraiment réussi. On va chercher la réussite concrète. Oui, on doit aller chercher la réussite concrète. Par exemple, aujourd'hui, quand tu prends une voiture, c'est un moyen de déplacement. Mais c'est devenu une réussite totale pour les gens. Quand tu as une voiture, tu n'es pas, on te voit pas, ou bien on te compare pas. La perception sur toi n'est pas comme une personne qui est à moto. Tu vois un peu, non? Si aujourd'hui chacun a une voiture, ou la majorité ont des voitures, les choses ne seront pas comme avant. Vous comprenez un peu, non? Donc c'est ça. Il faut que les jeunes soient dans des très bonnes conditions pour qu'ils puissent comprendre que non, certaines choses ne sont pas du luxe, mais ce sont des nécessités. D'accord. Alors, quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux que la réussite, elle est d'abord mentale, avant tout ce qui est comme apport matériel. Alors, Joseph, très rapidement, pour finir cette émission, dis-nous ce qu'il faut faire pour préparer les jeunes, du moins ceux qui nous suivent, ceux qui sont derrière nous. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Comment les préparer pour qu'ils ne soient pas désillusionnés par la vie d'adulte et ne tombent pas dans la crise existentielle?
Ce que les jeunes doivent comprendre d'abord est que la réussite, c'est un processus, comme je l'ai dit avant. La réussite, c'est un processus. Et peu importe les conditions dans lesquelles nous sommes nés, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir réussir. Et réussir n'est pas, n'est pas d'avoir aussi beaucoup d'argent. C'est aussi accomplir des choses qu'on aime. Par exemple, le travail que tu es en train de faire, si tu le fais et tu es épanoui, déjà, c'est un grand pas, tu as réussi. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit visiter aussi plus les psychologues. Je pense que ce facteur est un peu délaissé, ou bien ce côté est un peu délaissé. Claudel Noubissi l'a dit qu'en Afrique, il y a des gens qui sont malades sans le savoir. Le mental, ça ne va pas. Oui. Parce qu'on n'a pas l'habitude de consulter les psychologues. Aujourd'hui, on doit orienter les jeunes vers des psychologues pour qu'ils comprennent leur propre réalité, pour qu'ils comprennent là où ils sont nés, là où ils vivent, pour qu'ils acceptent leur réalité d'abord. Parce que si tu n'acceptes pas tes réalités, ça devient un peu difficile. Hein. C'est en ce moment que les comparaisons arrivent. Donc, on doit orienter, on doit créer tout d'abord des conditions favorables aux jeunes, les orienter vers les psychologues, leur faire comprendre leur réalité et leur faire accepter cette réalité, même si elle est triste. On doit l'accepter. C'est sur ces mots de Joseph Nouplim que nous allons mettre fin à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Kwesi Bakar, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi à toi. Et à vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin et qui vous nous suivez toujours, à vous, nos fidèles auditeurs. Merci pour la fidélité d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder notre sujet. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.